Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde qui a pour thème RH et technologie. Une table ronde proposée par SAP en partenariat avec Flexo, Ordina, Deloitte et Delaware. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que la technologie a joué un rôle primordial, un rôle clé durant la crise du coronavirus. Et le domaine des ressources humaines n'échappe pas à la règle. Alors est-ce que le numérique peut-il être humain? Nous allons en parler avec mes invités. Tout d'abord, Susanna Bandos, vous êtes directrice RH carrière chez Actiris. Bonjour. Bonjour. Carole Deleva, vous êtes People Solution and Project Director chez Carrefour. Bonjour. Bonjour. Henri Gillard, RH VP EMEA chez Terumo Europe. Et enfin, notre expert, Cédric Codorlier, vous êtes fondateur de Mountain View. Alors on va entrer dans le vif du sujet immédiatement. Alors la technologie est-elle encore humaine? Susanna, je m'adresse à vous d'abord. Quel sentiment nous inspire à l'heure actuelle la technologie? Alors souvent de l'enthousiasme, mais également pas mal de peur, ce qui est un sentiment assez normal en fait. Tout ce qui est nouveau fait peur, et donc c'est important de pouvoir du coup accompagner ce sentiment. Alors de trois façons, que ce soit en communiquant sur les raisons pour lesquelles on implémente cette technologie, rassurer aussi beaucoup, parce que pas mal de personnes se demandent finalement quelle va devenir leur fonction une fois qu'on aura numérisé toute une série de tâches, et puis former pour qu'ils puissent se sentir à l'aise avec cette nouveauté, tant sur les outils que sur la manière d'intégrer cette technologie dans leur quotidien. Alors c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai que ces technologies nous ont envahis. Alors il y a beaucoup de gens qui prennent positivement cette technologie, puis il y a d'autres personnes qui sont plus en retrait. Je vous regarde, Cédric, il y a un phénomène quand même de gens qui veulent se déconnecter parce que ça va trop vite, c'est trop complexe, c'est trop rapide, c'est anxiogène. En fait, quand on parle de déconnexion, on parle souvent de déconnexion partielle. Donc l'idée, c'est que je n'ai pas envie de me déconnecter de tout le digital. J'ai envie de me déconnecter de ce qui me pollue. Et en fait, c'est une question d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'à un moment, on a de plus en plus de technologies, on doit trouver la place de cette technologie au quotidien. Alors oui, ça peut nous intéresser de commander à livrer à la maison grâce à un outil digital, mais à côté de ça, je n'ai pas envie d'être taillable et corvéable à merci par mon employeur qui m'envoie des messages sur toutes les plateformes digitales pour savoir si j'ai avancé sur tel ou tel projet. Et donc, en fait, c'est cette balance qu'il faut arriver à trouver d'un point de vue employé et d'un point de vue employeur. Mais finalement, Carole, ça peut être stressant, cette technologie qui nous envahit un petit peu. Oui, parce que comme on l'a dit, comme tout changement, ça nous met dans une certaine zone d'inconfort et effectivement, on peut rencontrer des doutes et de la résistance. On l'a vécu chez Carrefour, notamment quand on est passé dans le full digital et qu'on a transformé notre processus RH. Effectivement, les employés ont dû être bien accompagnés, on a dû bien expliquer les processus aussi, donc c'est pas uniquement l'outil, c'est pas uniquement la technologie, mais il faut revoir les processus, il faut revoir l'organisation pour avoir un tout cohérent et pour pouvoir expliquer quel est l'objectif, où on veut aller, quelles sont les limites et comment on peut être plus efficace et comment on peut retirer une valeur ajoutée de la technologie. Henri, c'est un phénomène que vous avez observé aussi chez vous. Est-ce que vous avez dû accompagner les salariés? Oui, clairement. Je rebondis sur ce que tu dis, Carole, parce qu'on a aussi chez Terumo vu le fait que les solutions digitales qu'on met en place, elles doivent aussi s'adapter à l'utilisateur, pas juste au processus. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre aussi en entreprise, même en RH, d'utiliser des méthodes finalement comme le design thinking qui remet l'utilisateur au centre et pas juste le processus, que ce soit achat, vente, RH ou autre. Et donc je pense qu'on est en train d'utiliser vraiment des méthodes qui nous viennent parfois qui ne viennent pas de notre fonction RH au départ, pour finalement développer des solutions digitales qui sont vraiment tournées vers l'utilisateur. Il devrait avoir la même facilité d'utiliser ces solutions-là que celles qu'il a sur les solutions digitales qu'il utilise au quotidien, finalement, qu'il a sur son téléphone. Et ça, on a du chemin à faire à ce niveau-là. Mais voilà, c'est un beau trajet, je trouve. Et ça permettra aussi peut-être de diminuer le niveau de stress qu'on peut avoir à utiliser tous des outils très, très différents les uns des autres, auxquels il faut chaque fois s'adapter, finalement. Oui, c'est ça. Donc, s'adapter à des outils. Mais il y a aussi la fracture digitale. Il y a des gens qui sont démunis, qui ne savent pas, qui n'ont pas Internet. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à ces personnes-là, Susanna ?
Alors effectivement, on constate de plus en plus la fracture numérique et avec ces derniers 12 mois, ça s'est d'autant plus accentué. Ça a un impact en fait direct par rapport à leur employabilité. Chez Actiris, ça a un impact au niveau du public qu'on accompagne, les chercheurs d'emploi, mais également au niveau de nos employés. Alors au niveau de nos employés, l'objectif c'est de pouvoir continuer à les former pour qu'ils puissent être effectivement compétent, avoir un personnel compétent, je pense que c'est un enjeu RH crucial de nos jours. Au niveau de notre public, le défi, c'est de pouvoir permettre à tout un chacun d'avoir accès à nos services. Et donc c'est important d'un côté de pouvoir développer finalement des outils qui permettent l'autonomie de toute une série de chercheurs d'emploi, tout en restant parallèlement accessible à ceux qui n'ont pas les moyens ni les compétences au jour d'aujourd'hui d'avoir accès à nos services via le numérique. Donc c'est faire cet équilibre entre les deux, c'est important. Un bel équilibre entre les deux. Et ça m'amène à une question, on va approfondir un petit peu. Est-ce que, ou comment plutôt, la technologie peut améliorer la productivité, Carole ? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de cette façon-là, en tout cas chez Carrefour ou pas ? Oui, d'une certaine façon, mais ce n'est pas le premier objectif d'une transformation digitale ou de l'introduction d'une technologie. Notre objectif principal, en digitalisant nos processus HR, c'est plutôt d'essayer de simplifier des processus qui n'ont pas de valeur ajoutée, des processus répétitifs ou des tâches répétitives ou des tâches administratives pour justement libérer du temps et se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée qui sont vraiment inhérentes à RH et pas à de l'administration ou pas à ce qu'on peut appeler des répétitions, des routines ou des standards. Et donc, ça, c'est vraiment l'idée de départ. Mais il est vrai que, inévitablement, ça va améliorer la productivité parce que justement on a essayé de simplifier ou on a supprimé certaines tâches administratives, certains processus papier qui sont très longs, qui font intervenir plusieurs personnes dans les magasins au niveau du siège et donc qui génèrent des pertes de temps. Donc oui, c'est lié certainement. Alors Susanna, je te regarde parce que bon, tu travailles au sein d'un service public et donc est-ce que cette idée d'augmenter la productivité, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou vous mettez vos défis plutôt ailleurs ? Alors, productivité n'est effectivement pas un terme qu'on emploie en tout cas dans notre jargon. Et un peu comme Carole, on a abordé la numérisation en fait sur comment est-ce qu'on peut numériser une série de tâches pour pouvoir libérer du temps et l'investir dans des activités à valeur humaine ajoutée. Clairement, chez nous, c'est se concentrer par exemple sur notre cœur de métier, l'accompagnement. Et pour les RH également, au lieu de passer du temps à quelque part encoder des données, mais c'est passer plus de temps à analyser ces données. Donc la question qu'on s'est posée, c'est que numérise-t-on d'un côté, et puis que faisons-nous finalement du temps qu'on libère grâce à cette numérisation ? Henri, c'est un petit peu le même processus chez vous ? Vous l'avez abordé autrement ? Oui, je pense qu'on a abordé de la même façon et je dirais peut-être pas directement lié à la productivité, mais à l'efficacité de nos employés. Je pense que les technologies doivent être là pour un peu augmenter les possibilités qui sont données aux personnes. Parce que quand elles sont en train de faire une tâche, quand elles essaient de résoudre un problème, je pense que aujourd'hui, on a beaucoup plus les moyens de leur donner l'accès à l'information ou à la connaissance dont ils ont besoin à ce moment-là. Et ça, je dirais, cette instantanéité, que ce soit dans l'usine avec les cobots, avec vraiment, vous êtes augmenté avec un robot, mais il ne fait pas tout à votre place non plus, ou que ce soit dans des travaux dans lesquels on a besoin d'une connaissance très, très spécifique, on peut avoir des outils maintenant qui sont là au moment où vous en avez besoin et sur lesquels vous pouvez vous appuyer, ou même pour accéder à la bonne personne qui a la bonne connaissance. Et tout ça, c'est à travers des techniques qui existaient déjà dans les réseaux sociaux ou autres. Mais ça, appliqué à l'entreprise, évidemment, ça peut vraiment, moi, ce que j'appellerais augmenter finalement le travailleur et l'aider vraiment dans son quotidien, ce qui est quand même, pour moi, un facteur assez innovant, mais qui a un côté positif également. Et ça, je pense qu'il faut le souligner. On le souligne peut-être pas suffisamment, que la technologie peut être complémentaire et pas uniquement finalement un frein à un développement parfois qui peut être perçu comme finalement assez effrayant, même s'il faut le comprendre et faire du change management autour de ça. Mais bon, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'expériences, notamment dans le learning, qui sont assez intéressantes à ce niveau-là. Cédric, vous avez quelque chose à partager parce qu'en tant
tant qu'entrepreneur, j'imagine que la productivité, c'est une question sur laquelle vous êtes penché. Je dirais que ce soit de notre côté ou surtout pour les clients qu'on accompagne, la productivité rentre quasi jamais en fait dans le discours. C'est pas la clé d'entrée. En fait, la clé d'entrée, ça va être de faciliter, organiser, fluidifier, innover. Mais on parle rarement de productivité. Peut-être parce que le terme est mal choisi, ou en tout cas il est plus péjoratif que innovation. Si je dois le tourner de manière un peu plus marketing, l'idée en tout cas c'est que, comme l'a très bien dit Henri aussi, il y a cette notion d'arriver à rendre les outils les plus accessibles possibles, et donc pas essayer de réinventer quelque chose, pas essayer de redévelopper quelque chose. Aujourd'hui, si on prend une application sans faire de publicité, mais comme WhatsApp, il n'y a pas un manuel ou un tutoriel qui explique comment ça fonctionne. Tout le monde le prend en main, il y a des milliards de personnes qui l'utilisent et ça correspond à l'usage inné et naturel que les gens en font. Et c'est ça qu'on doit arriver à transposer dans les outils qui sont proposés aujourd'hui, que ce soit en RH ou dans tous les autres domaines. Et c'est parfois là où le bas blesse, c'est que c'est souvent vu avec un angle plutôt développeur, fonctionnel. On doit passer par là et puis par là et puis par là. Là où, par exemple, comme Henri le mentionnait, le design thinking, la réflexion par rapport à l'usage des plateformes et la combinaison des plateformes, améliore l'innovation et pas spécialement la productivité, facilite la vie au quotidien, mais n'est pas là pour générer plus de revenus rapidement. Et je vois qu'Henri opine du chef. Mais alors finalement, est-ce que cette technologie ne nous envahit pas? Elle n'est pas à tous les niveaux, tout le temps, partout dans l'entreprise? Je pense que ce serait utopique, je pense, de dire qu'elle ne nous envahit pas. Alors je pense que l'envahissement, c'est un sentiment, c'est une expérience. Donc je pense que si c'est cette expérience-là, fatalement, je pense que ce n'est pas la bonne terminologie, mais elle est partout. Enfin, c'est clair, par exemple, je prends chez Terumo, dans le medical device, nos clients, qu'ils soient des chirurgiens, qu'ils soient des hôpitaux, ils ont besoin qu'on aille vers beaucoup plus des solutions que des produits uniquement. Et dans ces solutions, il y a pas mal de digital, par exemple, maintenant. Donc, on a déjà des demandes qui arrivent de nos clients. On ne peut pas les ignorer, ces demandes-là. Elles sont présentes. Utiliser le data dans les sciences, ça paraît évident, mais ça demande du numérique. En interne, on doit aller vers des processus qui sont efficaces, qui sont aussi innovants, parce qu'on nous demande de l'innovation aussi. Donc faire tout ça sans la technologie, ce serait ignorer quand même un pan essentiel. Et moi, je considère aussi qu'en tant que société, qu'employeur, moi, je dirais, je préférais regarder le verre d'un autre côté, c'est-à-dire de ne pas le voir comme une technologie qui nous envahit, mais plutôt, on a un rôle sociétal en tant qu'employeur, et de se dire, on va embrasser un peu ça, on va se dire que c'est vraiment le moment de le faire, et de rendre nos employés employables dans le futur. Je pense que c'est aussi le rôle d'un employeur aujourd'hui, parce que si on ne forme pas les gens dans ces domaines-là, demain, ça va être plus compliqué aussi. Donc, je pense qu'on a un rôle sociétal à jouer qui va au-delà de notre simple innovation qui est demandée par nos marchés. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Alors, tu parles d'employés employables. Du coup, je me tourne vers Susanna. Une réflexion par rapport à ça. Est-ce que, finalement, parfois, on n'est pas un peu débordé par tous ces outils, ou quel est ton point de vue là-dessus ? Effectivement, il y a une surabondance d'outils, notamment ces derniers mois où, effectivement, avec le travail à domicile, il y a eu une multitude d'outils qui se sont développés et auxquels les différents employés ont eu accès, même en dehors du cadre que l'organisme pouvait générer. Et donc, en fait, cette surabondance, quelque part, on doit un petit peu la digérer et faire le tri sur qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui ne l'est pas, avec un risque, c'est la multitude de canaux par laquelle rentre l'information et une difficulté finalement de retrouver l'information pertinente et la traiter. Je pense qu'en tant qu'employeur, notre responsabilité, c'est de pouvoir également offrir un cadre clair d'utilisation de chaque outil pour que l'employé puisse justement s'y retrouver et ne pas être submergé par cette pression ou ce sentiment aussi d'urgence que génère toute cette surabondance d'outils. Et alors, Carole, pour rebondir là-dessus, est-ce que
finalement, le numérique, est-ce que ça ne peut pas aider à combler ce fossé parfois entre RH et employés? Est-ce que ça ne peut pas connecter les gens, justement? Oui, certainement. Aussi parce que, comme on l'a dit, ce n'est pas uniquement l'outil, mais c'est toute l'organisation et tous les processus. Et donc, par exemple, chez Carrefour, on a mis en place un département People Service Center qui est là justement pour accompagner les employés à utiliser ces nouveaux outils, à utiliser cette technologie, à savoir où trouver l'information, que l'information est mise à disposition sur l'intranet HR, mais où je vais la trouver, comment je peux l'interpréter. Et donc, ça nous permet aussi, ces outils, d'avoir des connexions et des contacts très faciles avec nos clients internes, les magasins, les managers RH, les responsables, pour justement les aider à accompagner leurs employés, leurs équipes avec tous ces nouveaux outils. Et c'est là où, en fait, on peut vraiment personnaliser l'accompagnement. Autant l'outil ou le processus va être standard et simple et autant que possible généralisé, autant l'accompagnement peut être vraiment personnalisé en fonction des besoins. Alors justement, Cédric, est-ce que le self-service, justement, est-ce que ça ne creuse pas ce fossé, le fait d'être un peu lâché tout seul avec ces outils numériques? Mais en fait, la difficulté, comme on l'a dit, c'est la multiplicité des outils. Je pense que demain, on est aussi dans une période où on apprend tous, que ce soit les entreprises, que ce soit les employés, que ce soit... Tout le monde apprend un petit peu, et c'est un peu l'avènement de l'écriture. Si je reviens il y a quelques années, aujourd'hui on ne dit pas « oui, mais c'est écrit partout ». Oui, ok, mais en fait, on comprend le rôle de chaque outil, de chaque message, de chaque communication, et on arrive à faire le tri. La difficulté aujourd'hui, c'est d'absorber tout ça en même temps, ça va très vite. Et puis, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir faire évoluer dans le temps, ça veut dire avoir un canal, même si ça vient de différents outils, même si ça veut dire avoir un canal de communication à un moment qui permet de centraliser tout ça, et où on dit, ok, ça c'est le point. Aujourd'hui, je peux recevoir un message de mon employeur aussi bien par mail que par téléphone, un SMS, un Facebook Messenger, un WhatsApp, l'outil interne, un autre type de mail. Enfin, il y a plein de... Et donc, c'est ça qui crée le stress, en fait. C'est de ne pas savoir d'où ça peut venir, quand ça va vous tomber dessus, qu'est-ce qu'on doit en faire, rentrer dans l'outil, se souvenir son login, son mot de passe, toutes ces petites choses qui sont en fait toutes des barrières psychologiques, alors qu'on pourrait... grandement faciliter ça avec un canal de communication et en sachant aussi quelles sont les limites de chacun de ces outils-là. Parce que ça, c'est aussi une réalité, c'est de dire, OK, mais tous ces outils, ils se combinent, ils marchent un peu sur les pieds de l'autre, ça je dois mettre là-dedans, ça je dois mettre là-dedans, et puis en fait non, ça c'était là-dedans. Une fois que tout sera clair pour les employeurs, ce sera beaucoup plus clair pour les employés, et ça demande un travail interne de décortiquer les couches de l'oignon pour au fur et à mesure harmoniser l'entreprise au sens large, et ça prend du temps. Et alors, quelle serait la solution ? Je pense que l'une des solutions, c'est de partir des employés et pas de partir des employeurs. C'est-à-dire de pas venir dire « oui, mais nous, en tant qu'employeurs, on veut communiquer ça », mais plutôt de partir des personnes en tant qu'employés, en interne, qui disent « ok, ben, moi j'ai des problèmes pour ça » ou « moi j'ai des problèmes pour ça, comment est-ce qu'on peut trouver une solution ?» La co-création, alors ça fait souvent peur, parce qu'on dit ouais, « mais plein de gens autour de la table, ça va durer des semaines, on ne va jamais trouver une solution, tout le monde va avoir son avis ». Mais après, il n'en faut pas 1000 et il ne faut pas spécialement tenir compte de tout ce qui est dit. Mais à un moment, il faut arriver à créer un consensus, c'est le rôle de l'employeur, et dire ok, c'est ça qu'on a besoin, mais on va le développer, on va dans cette direction-là. Et puis peut-être le dernier point que j'ajouterais, c'est il faut pas, Rome, c'est pas fait en un jour. C'est-à-dire qu'on peut arriver à aligner les projets les uns derrière les autres et avoir quelques fonctionnalités et puis les rajouter au fur et à mesure que les gens les utilisent, plutôt que de venir avec 200 fonctionnalités, puis se rendre compte que personne ne prend le temps d'aller explorer les 200 fonctionnalités. En mettre 3, elles sont utilisées, on en rajoute 2, on en rajoute 5, on en rajoute 10, et au fur et à mesure créer un chemin comme ça. Je pense que ça, c'est peut-être une piste de réflexion qui sera moins stressante pour les employés et plus facile à mettre en place pour les employeurs. Alors une piste qui va peut-être mener au bien-être au travail. Est-ce que numérisation, ça peut rimer avec bien-être au travail? Ça peut, si c'est aussi, si ça fait partie des objectifs. Chez Terumo, on a décidé à un moment donné d'utiliser, surtout pendant le confinement, je pense qu'on n'a pas été les seuls, loin de là, utiliser aussi les technologies pour vraiment écouter le feedback des employés, parce qu'adopter des nouvelles habitudes, des nouvelles manières de faire, c'est aussi, au début, pas très facile. Donc, écouter, faire quelque chose de ce feedback, et c'est quelque chose, je pense, d'assez nouveau, parce que là, on écoute un feedback qui est plutôt l'expérience des personnes, pas juste est-ce que ce processus est efficace. Non, on leur demande, on leur pose la question, comment allez-vous ? Comment ça se passe pour vous? Et comment ça se passe pour vous dans votre globalité? Parce qu'on considère beaucoup plus maintenant l'employé dans sa globalité d'être humain et pas juste la personne qu'il est ou qu'elle est au travail. Et ça,
on a des outils qui nous permettent d'aller chercher ce feedback-là de manière transparente, éthique, c'est aussi important. On récupère plus de feedback qu'avant en faisant ça finalement. Et on peut croiser ces données-là avec des données peut-être plus factuelles, comme la rétention, l'absentéisme, qui sont des KPI qu'on a toujours eu en RH. On a toujours eu des indicateurs comme cela. Mais là, on rajoute des indicateurs beaucoup plus expérientiels qu'on peut aussi discuter. Hein. On ne fait pas que ça à travers la technologie. Il faut aussi en discuter et on le fait aussi. Mais c'est vrai que ça nous a permis, notamment chez Terumo, de driver certaines décisions pendant le confinement notamment sur qu'est-ce qu'il faut faire pour bien supporter nos employés au bon moment par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Et ce qu'ils ont vécu, par exemple, pendant le premier confinement n'est pas ce qu'ils ont vécu pendant le deuxième confinement. Et on l'a vu dans les expériences des personnes. Et ça, c'est un vrai plus, je trouve, pour nous aider et nous guider dans les choix en tant que leader aussi. Hein. C'est aussi notre rôle. Susanna, tu vois les choses de la même façon ? Nous avons effectivement également mis en place des enquêtes de bien-être au travail pour pouvoir monitorer comment vont nos employés à distance. Je dirais que la numérisation apporte surtout du confort par rapport au travail. Par rapport au sentiment de bien-être au travail, je pense qu'il y a des aspects importants, différents, qui jouent sur le bien-être, que ce soit les relations interpersonnelles, que ce soit l'ambiance au travail, que ce soit avoir des objectifs et un cadre de travail clair qui ont un impact direct sur le bien-être au travail. La numérisation, ça reste un outil. Et tout dépend finalement de l'utilisation qu'on va en faire. On peut l'utiliser de manière à ce que ça vienne renforcer le bien-être au travail ou au contraire que ça vienne diminuer celui-ci. Donc ce n'est pas l'outil en lui-même qui définit, il n'y a pas un lien direct outil bien-être au travail, c'est comment est-ce qu'il s'est exploité dans l'entreprise en fait. Alors là, on a abordé les côtés positifs, mais parfois, on se rend compte que les employés sont un petit peu stressés par cette surdose de numérisation. Ils ont l'impression d'être fliqués. Ils se posent des questions par rapport à la violation de leur vie privée. Cédric c'est ce qui a été dit à l'instant, c'est que c'est aussi une question d'ADN de l'entreprise. C'est que les outils... Et c'est dit dedans, ce n'est qu'un outil. À un moment, on a une ADN, on a une ambiance, on a une manière d'être. Et effectivement, l'outil va être le reflet de cette relation qu'on a avec les employés. Et si déjà, de prime abord, sans tous ces outils numériques, on est dans une entreprise qui est très contrôle fric et qui doit avoir un reporting de tout, et je peux l'entendre que dans certains business, c'est hyper important. Il faut toujours rajouter le côté humain. La technologie nécessite aussi ce côté humain. Et c'est là où on doit arriver à trouver en disant, quand je reçois un message d'entreprise, il ne faut pas que ce soit à chaque fois soit quelque chose que je dois faire, soit quelque chose que je n'ai pas fait, soit une évaluation, mais qui est une balance entre ce que l'entreprise me dit et ce que moi, je peux faire remonter à l'entreprise. Et on parle de moi, ce qui était dit aussi avec Henri juste avant, c'est le côté humain, le côté bénéfice au quotidien. La technologie n'est qu'un outil, alors elle peut faire peur, mais si elle est bien expliquée, si elle est bien amenée, je pense que ça se passe en général relativement bien. Oui, Carole, tu hoches la tête. Oui, parce que c'est comme on le dit depuis le début de ce débat, c'est vraiment d'être transparent et d'expliquer aux employés aussi tous les aspects sécurité, puisque effectivement, ce sont des questions tout à fait légitimes de la part de nos employés. Est-ce que vous allez, quand on équipe nos employés d'un smartphone pour pouvoir utiliser des applications, est-ce que vous allez nous géolocaliser? Est-ce que nos données RH qui sont accessibles sur n'importe quel mobile, tablette, est-ce qu'elles sont bien protégées? Donc ce sont des questions tout à fait légitimes qu'on se pose aussi évidemment, et on veille à pouvoir expliquer de manière très claire par des experts, par les informaticiens, la sécurité, que vous organisez des sessions d'information. Comment ça se passe pratiquement chez Carrefour par exemple? Mais donc ça faisait partie effectivement des sessions d'information qu'on a données. Donc on a donné beaucoup de formations, mais aussi beaucoup d'informations sur l'utilisation d'un mobile device. Quand je me connecte, est-ce que je peux choisir moi-même
problème d'être géolocalisé ou pas géolocalisé, tous les aspects aussi protection de la vie privée, comment les données sont sécurisées, et ça explique aussi pourquoi effectivement chaque fois il y a des logins, il y a des passwords et ainsi de suite. Mais tout ça c'est très important, même si ça peut sembler assez évident pour certains techniciens qui ont implémenté l'outil, mais c'est pas évident pour tout le monde et c'est vraiment important d'être très transparent aussi sur ces aspects-là. Mais alors, tu me donnes l'occasion de faire une belle transition. Je pense que vous connaissez tous cette déclaration qu'on attribue à Peter Drucker, qui est considéré comme le pape du management. Il disait « Culture eats strategy for breakfast », avec mon bel accent anglais en français. C'est la culture mange de la stratégie au petit déjeuner, ce qui veut dire que dans l'entreprise, la culture est plus déterminante finalement que la stratégie, ou dit autrement, la culture peut renforcer la mise en œuvre de la stratégie. Alors, est-ce qu'on peut appliquer ça au numérique dans le secteur RH? Susanna? Certainement. Le tout est de savoir comment on introduit justement cette stratégie technologique. Chez Acteris, par exemple, c'est important de donner du sens à ce qu'on fait. Et donc, il fallait, dès le départ, pouvoir communiquer sur les raisons pour lesquelles on introduit cette technologie, la plus-value de celle-ci, pour pouvoir justement avoir les équipes à bord. Également, toujours dans cette même idée de culture, on est en train de développer depuis quelques années le management participatif, où pour toute une série de décisions, on associe les membres des équipes en fonction évidemment du degré de décision. Le co-développement dont Cédric parlait tout à l'heure. Et donc, effectivement, pour mettre en place par exemple notre logiciel RH, nous avons travaillé avec les équipes qui ont participé au paramétrage de l'outil, puisque finalement, ce sont eux qui vont l'utiliser et ce sont eux qui vont déterminer si l'introduction de cet outil va être un succès ou pas, en fonction de l'utilisation plus ou moins extensive qu'ils vont en faire. Donc, travailler avec eux, c'est pouvoir assurer finalement que ça soit un succès, autant pour l'employeur, mais que pour l'utilisateur même, pour que ça facilite effectivement son travail. Carole, chez vous, chez Carrefour, comment est-ce que vous avez abordé cette question de la culture? On a également prévu, avec toute cette transformation, un programme de changement culturel pour accompagner, comme vient d'expliquer Susanna, et supporter toutes ces nouvelles initiatives, cette nouvelle technologie, ces nouveaux processus. On a aussi travaillé sur un programme avec des ambassadeurs, donc un peu dans la même approche où effectivement ce n'est pas uniquement top-down, où la direction descend des messages, mais où on a plutôt la participation des équipes, des ambassadeurs qui vont aussi supporter leurs collègues qui ont plus ou moins d'affinité avec les nouvelles technologies. On a aussi travaillé sur le développement des compétences de nos managers pour développer des compétences plus orientées vers l'innovation, comme on l'expliquait. Plus la responsabilisation qu'on va laisser à l'autre, l'empowerment, être ouvert à l'extérieur, beaucoup plus aussi la culture du feedback, comme l'évoquait Henri. Oui, tout à fait. Et chez vous, Henri, comment est-ce que vous avez... Je pense que tout part de l'ADN de l'entreprise, de toute façon. Donc je pense que ça part déjà des valeurs. Chez Terumo, voilà, on a un set de valeurs définies et qui nous définissent aussi en tant qu'entreprise et dans lesquelles les gens s'y retrouvent, parce que je pense que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles ils rejoignent aussi un groupe comme le nôtre. Mais sans ces valeurs-là, je pense qu'on ne peut pas driver des transformations telles que les exemples qu'on a donnés aujourd'hui. Moi, j'ai 2 exemples qui me viennent en tête. On va mettre en place une nouvelle plateforme pour les apprentissages, plateforme digitale. Et on travaille aussi, comme nous tous certainement, sur le futur du travail qui sera hybride entre le bureau, la maison, le terrain, qui sera vraiment très différent de ce qu'on a pu connaître peut-être de manière assez classique avant le Covid. Ça a accéléré les choses. Et dans ces 2 projets-là, je dirais, on applique vraiment d'abord l'ADN de l'entreprise. En quoi notre vision, notre mission, qui est de contribuer à vraiment améliorer la santé au sein de la société, comment nos valeurs peuvent nous guider dans les choix qu'on va faire. Et ça, c'est vraiment clé. Je pense que si on met en place une plateforme d'apprentissage qui est digitale et que derrière, on n'accompagne pas les gens pour vraiment bien savoir l'utiliser, qu'ils se sentent à l'aise par rapport à ça,
et que ça se fasse dans le respect de nos valeurs, je pense qu'on va la louper, cette transformation. Donc là, on a vraiment le leadership team qui a beaucoup travaillé sur aussi créer ce pourquoi, et pas seulement ce comment on va le faire et avec quel outil, mais aussi pourquoi on le fait. Pourquoi on va aller vers une plateforme digitale de learning. Pourquoi on va aller vers une forme de travail hybride. Il faut l'expliquer. Et ce pourquoi, on ne va pas l'inventer, on va pas l'inventer toute pièce, on va aller rechercher dans l'ADN de l'entreprise et comment on va l'expliquer aux gens. Et ça, c'est un vrai travail et c'est plus que de la communication, c'est de la communication suivie, comme je pense vous le faites, par l'accompagnement individuel et des équipes. Cédric, vous êtes notre expert. Je vais vous laisser le mot de la fin, mais je vous laisse 20 secondes parce que mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé aussi des employés, mais il y a aussi tout ce qui est recrutement, c'est-à-dire les personnes externes. Et donc parfois, on oublie aussi ça. La technologie peut permettre... on n'est pas obligé de dire vous déposez votre CV, on vous rappellera, c'est un mail, c'est froid. Aujourd'hui, la technologie permet justement d'aller à l'étape après et de créer des contacts même avec des gens qu'on ne connaît pas. Et ça, je pense qu'aussi, c'est un gros pan de l'aspect recrutement et du digital. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette table ronde qui est passionnante, dont le thème était RH et technologie. Et je remercie mes invités. Susanna Bandos, vous êtes directrice RH carrière chez Actiris. Carole Delava, People Solutions et Project Director chez Carrefour. Henri Gillard, HPVP EMEA, HR, VP EMEA chez Terumo Europe, et Cédric Cauderlier. Vous êtes notre expert indépendant, fondateur de Mountain View. Et je remercie également les spectateurs qui nous ont suivis jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt.